l'opération pour faire connaître les métiers du conseil auprès des PME régionales, c'est donc la coopération agricole, hein. Et vous êtes les premiers à la fois à suivre le premier webinaire sur la stratégie commerciale et comment dire, à bénéficier de cette démarche qui est faite avec le soutien de l'adresse. Alors, quelques mots encore, là, tu peux passer, puisque les dates ont été données aussi. Voilà. En fait, on dit conseil, surtout, on voit bien que conseil, c'est un peu touffu comme terme. On va parler ici aussi bien, enfin ici, pas dans notre webinaire, mais plutôt dans le contexte, aussi bien du conseil avec un certain nombre d'illustrations de types de conseils qui sont représentés par autant d'entreprises que celles du numérique, mais 3 fois plus de salariés dans le numérique que dans le conseil. Et là, dans le numérique, vous avez là aussi un certain nombre de spécialités qui sont souvent identifiées avec des codes différents. Je passe là-dessus. Ce sont quelques chiffres pour vous montrer que en Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont toutes ces entreprises qui sont à votre disposition en proximité pour accompagner les transformations de chacun. Bon, là, on peut passer aussi sur le conseil, hein, accompagner, créer de la valeur, développer l'activité et le chiffre d'affaires. Super. Je vous propose de faire un petit tour de table. J'ai des nouvelles par le SMS d'un problème de connexion de Madame Frébault de Sicarev, malheureusement. Je dois vous dire que j'ai appuyé sur un bouton enregistrer cette session, l'objectif. Donc, l'objectif, c'est évidemment d'avoir un replay possible pour les entreprises, et je pense à Mme Frébault, hein, qui a un souci de connexion, puissent se connecter, et d'autres également par la suite. Donc, on mettra l'accès au replay. Je vous donne. Oui, oui. Peut-être juste une présentation rapide de Philippe. Et on passe la parole. Donc, je commence. Oui. Donc, moi, je m'appelle Philippe Duvossel. Quelle est ma mission, c'est de ma société? Quelle est ma société? Ma société s'appelle Philippe Duvossel Consultant. Je n'ai pas été chercher très loin. Quand on parle de stratégie commerciale, je me suis dit que c'était le plus simple, hein, d'avoir une société très intuitive, personnée. Et dans ce cabinet, en fait, j'exerce 3 métiers. Je suis coach professionnel, donc j'accompagne des cadres et dirigeants d'entreprise. Je fais du conseil en organisation et en stratégie. Et je fais de la formation, particulièrement sur tout ce qui touche au management, au leadership et aux stratégies de négociation, et particulièrement les négociations entre fournisseurs et distributeurs. Voilà, je suis, comme on dit, un expert de la relation, enfin du domaine de l'agroalimentaire, parce que j'ai eu tout au long de ma carrière, donc j'ai commencé moi ma carrière professionnelle, parce que je suis très vieux, chez Carrefour, où pendant une dizaine d'années, j'ai notamment occupé des responsabilités au sein de la direction exécutive, où j'étais en charge du développement de certaines catégories de produits, et aussi de produits à marque Carrefour. Donc je connais bien aussi la partie MDD. J'ai ensuite été directeur du compte clé dans un groupe américain, et puis directeur du développement dans une PME et directeur général dans une autre avant de créer mon cabinet. Je travaille depuis une quinzaine d'années, particulièrement proche de l'ANIA, donc l'Association nationale des industries de l'agroalimentaire, pour laquelle j'interviens souvent sur la formation et auprès des industriels de l'alimentaire, quel que soit leur statut juridique d'ailleurs, hein, que ce soit des coopératives ou des sociétés privées. Enfin, en tout cas, sur un autre statut. Voilà, sous tout point de la relation qu'elles entretiennent en interne en termes de définition de leur stratégie commerciale, de leur politique commerciale, mais aussi dans leur stratégie de négociation avec les clients. La prise en compte, beaucoup, parce que je travaille beaucoup avec un cabinet d'avocats et un expert du sujet qui s'appelle Nicolas Gentil, beaucoup sur l'utilisation du cadre réglementaire, donc de la loi finalement dans ces relations et de la manière d'utiliser cette loi pour équilibrer les relations avec les clients distributeurs. Ok, merci Philippe. Donc oui, on va vous donner la parole pour
dire qui vous êtes et surtout ce que vous attendez de cet échange, puisqu'on a, j'allais dire, l'opportunité d'être peu nombreux, donc d'être plus interactif, même si un support qui sous-tendra l'intervention de Philippe. Donc, on pourra être plus réactif avec vos questions ou plutôt orienté un peu par rapport à vos attentes. Donc, on peut peut-être commencer. Alors, soit je vais être galant, donner la parole peut-être à Juliette d'abord. Avec plaisir. Donc, moi, Juliette Alain, donc j'ai pris la direction générale de la CAF coopérative de Suze-la-Rousse en janvier 2022. Et donc, par rapport à ça, je suis en pleine réflexion. Donc, c'est une CAF coopérative, donc production de vin, appellation Côte-du-Rhône méridionale. Donc Côte-du-Rhône, Côte-du-Rhône Village, Grignan-les-Adémars, quelques IGP. Une société qui est aussi une des CAF fondatrices du Cellier des Dauphins. Et donc, dans le cadre de ma prise de fonction, on va dire, je suis en pleine réflexion stratégique et je me dis que c'est toujours intéressant d'avoir voilà, des échanges avec des personnes qui ont des méthodologies peut-être différentes de la mienne pour venir enrichir ma réflexion. Ok, super, merci beaucoup. Merci Juliette. Dans l'ordre alphabétique, donc Isabelle. Alors, bonjour à tous, rebonjour. Donc, moi, je suis, je n'ai pas la fonction c'est Juliette, hein, c'est ça. Moi, je m'occupe plus de toute la partie commerciale de la coopérative fruitière du Val d'Arly, qui est une coopérative qui est située à Flumet en Savoie. Et donc voilà, mes attentes, c'est parce que je participe quand même assez souvent à tout ce qui est organisé par la coopération agricole et que voilà, je vais aussi un petit peu écouter ce qui va se dire. Je suis toujours intéressée par les échanges. Voilà. D'accord. Et vous n'avez pas de besoin particulier en ce moment, de questions particulières? De questions particulières, non. Nous, on est en plein changement de gouvernance. Donc, Oui. donc voilà. On a connu beaucoup de turbulences sur on va dire 2021 et là 2022. Ça commence à aller beaucoup mieux, mais voilà. Pour l'instant, je n'ai pas de questions précises, mais voilà, ça viendra sûrement en cours de route. D'accord. Merci beaucoup, Isabelle. Donc, on va poursuivre et donc pour l'instant terminer ce tour de table. J'ai un nouveau message de Alain Frévaux qui me dit j'arrive toujours pas à me connecter. Donc, Frédéric. Frédéric, il va falloir écrire. Alors, ouais, donc peut-être N'entendez par le chat, rien non plus Frédéric. cette fois-ci? Ouais. Alors, merde. Ouais. Est-ce que vous nous entendez, Frédéric? Oui, déjà c'est ça. Du coup, ouais, est-ce que vous pouvez écrire? Parce que là, pour le coup, on n'entend toujours pas on n'entend toujours pas votre voix. Ah oui, d'accord. Ce que je peux faire aussi, Frédéric, c'est vous appeler sur une ligne de téléphone, peut-être. Ouais, ce serait pas mal ça. Ouais. Donc, si ça ne fait pas l'arsène avec votre micro, par contre, Jean. Mais bon. Oui, ça arrive. Ça, c'est probable. Je vais essayer. Ouais. Frédéric m'appelle avant que j'envoie le numéro. Ouais. Oui, Frédéric. Je mets le micro comme ça. Il n'y a pas de l'arsène. Oui, très bien. Du coup, vous entendez Frédéric? Pas du tout. Vous avez mis le haut-parleur aussi ou pas? Oui. Vas-y, Frédéric. Je n'entends pas. Je n'entends pas du tout ce que dit Frédéric, moi. Hein. Je ne sais pas si Corinne l'entend, si les autres participants l'entendent, mais moi, je n'entends pas.
Rien du tout et non. Moi non plus, j'entends rien. Bon, ça marche pas. Vous n'entendez pas? Pardon, Frédéric. Moi, je t'entends très bien, mais ils ne t'entendent pas. Donc, je vais on va dire, donc Frédéric donc est directeur général de la coopérative CAF Coopérative Vinescence depuis peu de temps. Il était auparavant directeur de la CAF Coopérative de Saint-Pourçain. Voilà. Oui, Frédéric. Oui, on va faire très vite. Oui. Oui. Voilà. Si vous n'avez pas entendu, donc les problématiques aujourd'hui identifiées par Frédéric, donc il vient de prendre la direction générale de Vinescence, c'est de développer le marché de la bouteille et de dynamiser une marque vers la GMS. De créer et dynamiser une marque, pardon, Destinée à la GMS. à la jeunesse. GMS. GMS. D'accord. Voilà. Ok. Frédéric, je garde le téléphone à côté de moi. Il va intervenir. Voilà, donc, merci. On va. Donc. Allez, merci beaucoup pour cette présentation. Et puis, on va avancer comme ça, parce que sinon, l'heure va passer, on n'aura rien fait d'autre. Oui. Un mot sur la gouvernance et les stratégies, l'accompagnement, Jean. Oui, donc. Vous connaissez l'offre d'accompagnement des coopératives par la coopération école, qui est portée par notre pôle gouvernance et stratégie. Donc, pour les plus anciens, connaissent Pascal Gou, hein, qui est vraiment expert de l'accompagnement des gouvernances de coopératives, et donc Romain Vassor, qui nous avons recruté au mois de mars dernier, donc qui a rejoint donc la fédération en tant que consultant en gouvernance coopérative également. Donc nous sommes experts sur deux tableaux, hein, principalement donc le bon fonctionnement d'une gouvernance coopérative, donc avec une offre destinée à vos administrateurs que vous connaissez, vous accompagner dans la rédaction de chartes de gouvernance, faire je ne vais pas dire d'intermédiation, mais intervenir quand vous avez des crises de gouvernance, et ce qui résulte bien sûr d'une gouvernance éclairée, c'est que elle peut donc mieux travailler sur sa réflexion stratégique, et donc on a une offre qui passe par des séminaires d'animation, etc., pour accompagner la formalisation du projet politique, projet stratégique de la coopérative en matière de vision, mission, valeur. Philippe en reparlera, comment ça doit inspirer et être décliné au travers de la stratégie commerciale. Donc je passe assez rapidement là-dessus. Au-delà de ces expertises, nous ne sommes pas experts ni de la stratégie commerciale, ni de la stratégie RH, ni de la stratégie digitale. Voilà pourquoi dans le déploiement opérationnel d'un plan d'action qui tire son essence du positionnement du projet politique, nous mobilisons des partenaires, donc à commencer par Philippe aujourd'hui. Voilà. Okay. Et il est possible, dans le cadre d'une mission d'accompagnement, tout à fait d'articuler le travail amont, hein, de réflexion stratégique, et l'accompagnement au travers d'une déclinaison sur la stratégie commerciale. Voilà, Philippe. Merci beaucoup, Jean. Alors, on y va dans le vif du sujet, jusqu'à donc 18h30 normalement. Alors, quelques mots peut-être d'introduction pour vous dire quoi? Pour vous dire que élaborer une stratégie commerciale, il y a plein de façons de le faire. Pour ce qui me concerne, j'ai eu l'occasion de le faire à multiples reprises en tant que collaborateur d'entreprise ou dirigeant d'entreprise, et je continue à accompagner des clients sur ce sujet-là, quelle que soit la taille de l'entreprise. Ce qui me paraît important quand on élabore une stratégie commerciale et marketing, c'est d'être extrêmement opérationnel. C'est vraiment d'avoir des solutions concrètes
Et puis surtout, il n'y a pas un bon modèle. Hein. Donc le bon modèle, c'est celui qui amène de la cohérence et qui va vraiment donner, ce que j'ai mis ici en sous-titre, donner du sens et de la force aux actions de l'entreprise sur ces marchés, c'est-à-dire sur les marchés qu'elle a choisi d'investir ou sur lesquels elle a choisi d'être active, et auprès de ses clients, là aussi les clients qu'elle a choisi d'aller toucher, hein, qu'elle a identifié comme cible de développement commercial. Voilà. Ce qui rend pertinent une stratégie commerciale et ce qui la rend efficace, c'est surtout la capacité pour l'entreprise de faire des choix conscients. C'est toujours compliqué pour une entreprise de faire des choix. Parce que, comme dit l'adage, faire des choix, c'est renoncer. Donc, à un moment donné, quand on se dit bah, je voudrais investir tel ou tel marché et cibler tel et tel client, ça veut dire aussi que par ailleurs, on ne va pas les toucher, on va renoncer à un certain nombre de marchés potentiels, entre guillemets, ou de clients potentiels, entre guillemets. Mais une des grandes forces d'une stratégie d'entreprise, et c'est une des questions auxquelles on va répondre, hein, c'est le pourquoi on formalise une stratégie commerciale. Une des grandes forces d'une stratégie d'entreprise pertinente, c'est finalement la capacité de se donner les meilleures chances de développer et de pérenniser sa boîte. Parce que, en fait, une stratégie commerciale et marketing, elle permet d'allouer de façon prioritaire et pertinente, puisqu'on l'a choisi, chacune des ressources de l'entreprise. Quelle que soit la taille de l'entreprise, hein, on peut parler de multinationales qui font plusieurs dizaines de milliards de chiffre d'affaires ou de PME qui font quelques millions et parfois centaines de milliers, ça ne fait rien. Les ressources, de toute façon, sont limitées. Et les ressources, je ne parle pas simplement de ressources financières. Je parle aussi d'intelligence, je parle aussi de mobilisation du temps des collaborateurs, je parle de capacité d'investissement dans les machines, dans les processus. Enfin, toutes ces ressources, il faut les arbitrer. Et une façon d'arbitrer ces ressources, les investissements, c'est d'avoir écrit, formalisé une stratégie commerciale. Parfois, c'est juste quelques lignes, quelques pages, ça suffit bien, mais au moins, le fait d'avoir fait cet effort de formalisation, ça permet vraiment d'avoir fait des choix, de les afficher aussi bien pour les collaborateurs internes que pour les partenaires de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment important. Parce que de ces investissements, en faisant des choix, on va favoriser ce qu'on appelle le retour sur investissement. Donc, on va investir nos ressources là où il nous paraît le plus pertinent de le faire, avec cet objectif de pérenniser l'entreprise et donc d'obtenir des retours sur investissement qui soient le plus important possible. Ça permet aussi de clarifier la contribution de chacun. À partir du moment où je suis clair sur ma stratégie commerciale et que je sais la communiquer, parce que je l'ai formalisée, ça va permettre à toutes les parties prenantes de contribuer efficacement. Et puis, ça va, de manière très généralisée et efficace et immédiate, en fait, améliorer la performance individuelle et collective des collaborateurs et collaboratrices de l'entreprise. Hein, donner du sens, clarifier le cadre, les limites, ça permet tout ça, une efficacité collective, tout ça permet une efficacité collective. Et puis, autre élément de mesurer cette efficacité, c'est d'identifier les indicateurs clés de performance, hein, ce que les férus d'anglicisme appellent les KPI. C'est très à la mode, les KPI. Voilà. Mais les KPI, on en a besoin à condition qu'ils soient là aussi pertinents. C'est-à-dire que quand on a tout un tas d'indicateurs dans une entreprise qui ne servent à rien et que personne ne consulte, mais que beaucoup de gens prennent du temps à formaliser, finalement, on n'a pas beaucoup d'intérêt à ces éléments-là. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment le travail, la raison d'être, j'allais dire, d'une stratégie commerciale formalisée, elle peut être résumée dans ces quelques lignes. J'ai oublié de préciser, puisqu'on a du temps et que vous êtes tout seul, et ça c'est important, même si c'est un webinaire, c'est n'hésitez pas vraiment à intervenir, à poser une question, à réagir. Hein. Vous avez un petit truc sur la... Par exemple, vous pouvez dire « Ah, moi j'ai une question à poser ». Et vous pouvez lever la main ou, voilà, ou juste prendre le micro. Aucun souci, je ne me formaliserai pas, je ne me vexerai pas. Est-ce que ça vous convient jusque-là? Est-ce que c'est clair pour vous? Je vois que Frédéric a quitté la conversation. Il est toujours au téléphone. Ah, il est au téléphone. Donc, il essaie de se reconnecter. Hein. Ah, il essaye de se reconnecter. D'accord. Donc, ce n'est pas parce qu'il est fâché et que finalement il trouve que c'est Non, il est inintéressant. toujours au téléphone.
Parfait. Alors, je continue. Ah oui, j'aime bien cette petite citation qui est attribuée à Sénèque, hein, nul vent n'est favorable pour celui qui ne sait où aller. Ça, vous devez la connaître, mais en même temps, c'est tellement vrai en matière de stratégie que je trouve que ça résume bien le projet. Alors, dans le comment élaborer une stratégie commerciale, encore une fois, il y a plein de processus, il y a plein de façons de le faire. Ce qui est important peut-être, c'est de partager l'idée qu'élaborer une stratégie commerciale, c'est rentrer dans un processus itératif. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fini d'affiner sa stratégie commerciale. Il est important de la formaliser, de pouvoir voilà, se donner des objectifs et en même temps se dire que finalement, cette stratégie commerciale, elle doit être revue régulièrement. Donc, à chacun de se donner un rythme de révision, hein, c'est-à-dire qu'on ne revoit pas au fil de l'eau, parce que ça deviendrait compliqué pour l'ensemble des collaborateurs, des parties prenantes, de suivre cette stratégie commerciale. Mais on peut très bien se dire, une fois par an, ou tous les 2 ans, ou tous les 3 ans, on remet à plat nos stratégies commerciales, on la revoit, on la reformalise et on communique. Hein, parce que bien sûr, c'est important, c'est toujours de la communiquer en interne comme en externe. Voilà. Alors ici, vous trouverez, parce que je suppose que le support vous sera communiqué, voilà un petit exemple d'étape dans cette démarche itérative qui consiste finalement à expliciter nos buts, les objectifs, hein, qu'est-ce qu'on veut atteindre, analyser la situation actuelle, déterminer nos objectifs, définir nos actions, mettre en œuvre une stratégie, contrôler les résultats et on recommence. Hein. Voilà, c'est un exemple de démarche itérative. Mais de manière plus concrète, moi j'aime bien partager ces éléments-là quand on se lance dans la formalisation d'un plan stratégique pour l'entreprise. Pour moi, il y a 4 grandes étapes. La première consiste à se construire une vision claire du marché. Ça, c'est un élément qui est hyper important. Frédéric qui revient ? Je sais pas. J'ai entendu un déclic. Ah oui, il revient. Alors ? Ah bah non. J'entends le téléphone. D'année. Bon, alors, donc du coup, j'en étais sur une démarche itérative et puis 4 étapes qui me paraissent simples et opérationnelles quand on veut construire une stratégie, élaborer une stratégie commerciale. La première, c'est déjà se construire une vision claire du marché. Parce que finalement, c'est la finalité de toutes nos actions dans l'entreprise. Et il faut parfois pas l'oublier. Enfin, une expérience personnelle continue, j'allais dire, c'est que souvent, je rencontre des entreprises qui ont des savoir-faire extrêmement intéressantes, enfin, vraiment très valorisantes, belle valeur ajoutée, mais qui oublient un peu trop, je trouve, que finalement, la finalité de toute cette activité, c'est de rencontrer, à travers les produits et les services qu'elles sont susceptibles de générer, de rencontrer un client final. Alors parfois, ce client final, c'est un consommateur, c'est un utilisateur des services, et il y a ce qu'on appelle des clients intermédiaires. Donc la notion de client, c'est une notion qu'on doit expliciter dans sa stratégie commerciale et sans doute bien définir quels sont les types de clients, entre guillemets, on le verra, auxquels l'entreprise s'adresse. Il est important aussi d'édifier le socle de nos actions, c'est ce qu'on appelle la politique commerciale. En gros, de manière relativement théorique, c'est les grands axes, les grandes idées, les grands principes qui nous permettent, à nous, entreprises, de définir et sur lesquels on va reposer finalement les modes de commercialisation de nos produits et nos services. On l'a vu, et je l'ai évoqué, c'est de formaliser les indicateurs clés de performance parce que c'est vraiment ceux-là qui vont nous donner une lecture objective de la réussite et de la pertinence de notre stratégie commerciale. Et puis, bien sûr, élaborer le plan d'action marketing et commercial parce que tous ces éléments théoriques sont bien jolis, mais s'ils ne sont pas transformés à travers des plans d'action concrets qui sont d'abord marketing, en tout cas qui sont teintés de marketing, c'est-à-dire de marché, hein, marketing c'est un terme générique, mais c'est vraiment comment je rencontre le marché, comment je le comprends, et il y a des plans d'action qui permettent de rencontrer ce marché, et commercialement, comment je vais actionner ces éléments-là. Alors, si on parle de la vision claire du marché, encore une fois, n'hésitez pas à m'arrêter hein, si vous avez des questions ou des commentaires. En tout cas, Frédéric, n'hésitez pas à écrire. Voilà. Construire une vision claire des marchés, finalement, c'est regarder le marché sous plusieurs angles. On va s'intéresser aux clients avec toute la déclinaison
que je viens d'évoquer, parce qu'on a plusieurs types de clients. On va bien sûr s'intéresser aux concurrents, mais aux concurrents qui sont pertinents pour nous. C'est-à-dire que je prends un exemple, si je me lance sur le marché, je ne sais pas, des boissons gazeuses rafraîchissantes, et que je suis une PME régionale, pourquoi pas, est-ce que ça a vraiment intérêt de regarder ce que fait Coca-Cola? Sans doute que oui, mais est-ce que c'est vraiment un concurrent? J'en suis pas sûr. Hein. On va avoir une notion qui va être importante, c'est celle du marché pertinent. Est-ce que ça vous parle, la notion de marché pertinent? C'est clair pour vous? Je vois Frédéric qui hoche la a dit tête. oui. Ouais, Frédéric a dit oui. Juliette et Isabelle, est-ce que c'est une notion qui est à peu près claire pour vous, cette Oui, notion? Oui, oui, tout à fait. Oui, Oui, pour moi très bien. aussi. Bon, parfait. Donc voilà, on va regarder les concurrents sur nos marchés pertinents, on va regarder bien sûr les produits et services, et puis la manière dont nous pouvons les distribuer, ces produits et services. Voilà. Et ça, bien sûr, l'idée, c'est de le regarder sous plusieurs angles, parce que pour moi, en tout cas, le client, c'est vraiment un référentiel essentiel et fédérateur. C'est-à-dire que par les clients, quand je parle d'un référentiel essentiel et fédérateur, mon expérience m'a montré, mais je peux me tromper, donc c'est quelque chose que je vous propose en termes de réflexion, c'est que lorsque le client ou les types de clients étaient vraiment bien présents au sein d'une entreprise, c'est-à-dire avaient intégré la culture de l'entreprise, et que, j'allais dire, chaque collaborateur ou collaboratrice au sein de l'entreprise avait une idée relativement précise de sa contribution dans son métier au service du client, ou en quoi son activité, ses missions et responsabilités avaient un lien clair et défini avec le client ou les clients de l'entreprise, eh bien, ces entreprises-là étaient beaucoup plus performantes que les autres. Est-ce que ça vous parle, ça? C'est clair pour vous? Oui, tout à fait. Très bien. Parfait. Donc, vraiment amener ça au sein de l'entreprise, c'est extrêmement important. Et le faire vivre, hein, ce n'est pas l'amener, c'est simplement aussi le faire vivre. Quand on parle de client, on se rend compte qu'on a plusieurs façons de parler du client. Hein. Quand on parle de B2C, on a voilà, des types de clients qu'on va appeler les prescripteurs, parce que c'est pas les mêmes. Ça fait partie des clients entre guillemets, mais ces prescripteurs de vos produits et services, ils ont un vrai rôle, ils ont une vraie capacité d'action et ils ont pour vous, il y a un vrai intérêt à vous y intéresser pour savoir comment vous pouvez les mobiliser. Les prescripteurs ne sont pas toujours les acheteurs. Ça peut être les mêmes, mais ce n'est pas toujours les acheteurs. Ce ne sont pas non plus toujours les utilisateurs. Et puis, on pourrait avoir une vision plus globale d'être celui du client citoyen, car on sait à quel point, aujourd'hui, j'allais dire, une vision citoyenne de l'acte d'achat, hein, on parle de consommateur, par exemple, une vision citoyenne de l'acte d'achat ou de prescription ou d'utilisation est une vision importante qui teinte nos stratégies commerciales et marketing. Quand on parle de B2B, éventuellement B2C, on va parler en termes de clients, de vendeurs, de commercialisateurs. Je ne sais pas si, Frédéric, vous essayez d'écrire quelque chose. Non, ok. De vendeurs, de commercialisateurs, de distributeurs et voire même de destructeurs, qui est là aussi une notion importante, notamment dans la politique RSE de vos entreprises. Et la politique RSE d'une entreprise, c'est aujourd'hui, et ça sera encore plus demain, un levier de différenciation. En tout cas, un champ sur lequel vos entreprises doivent nécessairement prendre la parole, se positionner pour dire comment elles considèrent ce champ, qui est un champ auquel sont sensibles non seulement, j'allais dire, les clients citoyens, on pourrait dire, mais aussi les clients B2B, parce qu'eux-mêmes en ont besoin pour s'exprimer auprès de leurs prescripteurs, acheteurs, utilisateurs et citoyens. Ça va sur ces notions-là? Oui. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, oui. Chez nous, voilà, moi j'ai motivé en fait le responsable qualité, parce que lui, là, du coup, il est intéressé, et puis une autre personne de l'entreprise qui va faire une petite formation justement avec oui, c'est avec justement un COP comme de France,
pour la RSE, parce que moi, on me le demande tout le temps, et c'est vrai que c'est des notions que j'ai qui me semblent importantes et que jusqu'à maintenant, on n'avait pas trop travaillé dessus, et maintenant, ça devient vraiment urgent. Voilà. Ah oui. Ne Ah serait-ce ben, que pour répondre aux appels d'offres, pour tout type de clients, hein. C'est vrai oui. qu'on nous le demande en permanence, et donc je suis très contente qu'ils puissent faire qu'ils soient accompagnés, justement. Ils sont accompagnés, je crois que c'est Copagri, hein, voilà. Je sais plus, je sais on a envoyé le contrat il n'y a pas longtemps, donc Oui, ça commence le 6 et 16 octobre, hein, Isabelle. voilà, c'est ça. Ah, Donc, c'est rassurant. Voilà. Ça commence bientôt. Voilà. Voilà. Mais c'est un vrai, oui, ben merci pour ce témoignage, parce que c'est vraiment très important que les entreprises se positionnent. Après, il faut effectivement bien comprendre ce que recouvre cet acronyme, parce que c'est très large finalement, et surtout c'est une vraie décision de gouvernance, pour rebondir sur ce que disait Jean tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est vraiment une position stratégique de l'entreprise, et la direction de l'entreprise doit pouvoir s'exprimer sur ce sujet et le partager en interne sur la manière dont l'entreprise compte se positionner au fil du temps, parce que tout le monde n'est pas prêt à tout faire d'un coup sur ces sujets-là, et tout le monde attend ça, hein. C'est vraiment un point discriminant. Ok, alors, quand on veut s'intéresser, alors du coup, je vous ai mis aussi les différents types de clients, hein, souvent qu'on s'adresse, on a un canal direct, on peut avoir un canal court, une distribution sélective, et puis éventuellement une distribution plus intensive avec des canaux longs, avec un canal long. Tout ça, bien sûr, peut être complètement mixé au sein d'une stratégie commerciale, bien identifiée. Cette stratégie commerciale, c'est-à-dire que la politique commerciale, la stratégie commerciale qui en découle, les plans d'action commerciaux et marketing, tout ça peut aussi, et j'en profite pour en parler, prendre leur place de façon très concrète et très formalisée dans ce qu'on appelle les conditions générales de vente de l'entreprise. C'est-à-dire que les conditions générales de vente de votre entreprise, qui ont la possibilité d'être différentes selon les catégories de clients auxquels vous vous adressez, hein, donc l'entreprise peut avoir plusieurs conditions générales de vente. Ces conditions générales de vente, finalement, sont l'expression opérationnelle de la politique commerciale de l'entreprise et de sa stratégie. Donc, notamment la RSE, puisqu'on parlait de ce sujet-là, aujourd'hui, dans des conditions générales de vente, c'est important de pouvoir traiter du sujet de la RSE pour une entreprise, parce que vos clients attendent ça. Et je pense qu'il est aussi clair pour vous que les conditions générales de vente d'une entreprise qui s'adresse à d'autres entreprises, donc dans un cadre B2B, ne répondent pas au même cadre réglementaire et aux mêmes obligations que des conditions générales de vente qui s'adresseraient à des consommateurs directs. C'est clair pour vous, ça aussi, hein? C'est pas le même code de commerce, c'est pas le même code juridique, un code de commerce, code de la consommation. OK. Alors, ça va jusque-là? On est ensemble? Super. Comment élaborer une stratégie commerciale? En fait, pour se construire une vision claire du marché, il y a des pratiques simples qui sont déjà l'étude interne. C'est-à-dire que vous avez dans vos entreprises un certain nombre de collaborateurs qui connaissent bien finalement et qui ont une vision assez précise d'un certain nombre de sujets sur le marché, les produits que vous vendez et leur manière d'être valorisés. Et ben, vous pouvez très simplement organiser des études internes en mobilisant vos collaborateurs. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça permet aussi de motiver les collaborateurs. Ça permet de leur donner de la reconnaissance, de leur montrer que leurs idées sont importantes, qu'ils ont des suggestions, etc. Et ce n'est pas idiot de maintenir ce type de processus d'études internes tout au long de la vie de l'entreprise. Et surtout de valoriser, j'ai mis ici, ça doit donner lieu à une ou des restitutions. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement on recueille l'avis des gens et on leur dit merci beaucoup. On leur dit comment on utilise ces avis internes. Et puis, sans mobiliser beaucoup d'argent, parce que sur les études clients, on peut aussi faire appel, bien sûr, à des cabinets d'études externes, etc. Mais on peut aussi produire des études en interne ces études sont destinées, bien sûr, à nos cibles clients pour mieux les connaître, pour mieux comprendre leurs ressorts, leurs besoins et leurs attentes en matière de consommation, d'achat, etc. Rien ne vous empêche de concevoir des études qui sont relativement simples à faire. Vous avez tous des sites web, je les ai regardés avant d'intervenir. Certains sont plutôt bien faits, assez pertinents.
Vous avez des clients déjà, vous pouvez utiliser tous ces éléments. J'imagine que vous avez une force de vente, ou en tout cas un certain nombre de responsables commerciaux, et donc vous pouvez aussi les utiliser. En fait, tous les points de contact qui vous permettent à un moment donné de mettre en face à face des parties prenantes importantes dans le retour qu'elles peuvent vous faire pour mieux connaître les marchés et les consommateurs et les clients auxquels vous vous adressez et les questions que vous pourrez poser. Voilà. Sur la pratique, les questionnaires, les tables rondes, les boîtes à idées, etc. sont hyper intéressantes. Vous pouvez aussi faire appel, ça j'imagine que vous le savez, à un certain nombre j'allais dire de prestataires étudiants. Dans les écoles de commerce, il y a tout un tas de bureaux d'étudiants qui font ça pour pas très cher et qui font ça plutôt bien d'ailleurs. Donc vous pouvez aussi faire appel à des outils comme ça et des services qui sont franchement pas très chers et qui vont vous permettre d'apprendre, si ça ne fait pas partie des compétences détenues dans l'entreprise, la manière de constituer un questionnaire et de le délivrer. Il y a quand même un savoir-faire et un savoir-être dans ce type de pratique. Est-ce que vous faites déjà ça? Oui? Avec Frédéric, on communique par... Ben oui. Juliette et Isabelle, est-ce que vous avez déjà fait ça dans vos entreprises? Alors moi, j'ai pratiqué dans une autre entreprise où j'ai travaillé. Ici, en fait, moi, la première de mes missions, ça a été j'avais 2 commerciaux qui partaient en retraite, donc ça a été de recruter des nouvelles équipes. Et donc, du coup, pour l'instant, on est plus dans une période de formation que dans une période de remontée d'informations pour, je dirais, qu'ils se sentent prêts pour bien connaître les produits, bien connaître effectivement la politique commerciale pour aller voir les clients. Donc, je les laisse faire leurs premières armes avant mais ça fait partie des éléments dans les reportings. Je leur demande de me faire pas mal de remontées sur tout ce qu'ils entendent parce que justement, ils ont un œil neuf et ils sont obligés de poser des questions parce qu'ils découvrent les clients. Donc, je trouve que c'est une période assez intéressante, quoi. Voilà. Ils sont là depuis combien de temps? Alors, j'ai une personne qui est arrivée au mois de mars, mais qui a eu un accident juste au départ. Donc, elle a eu 2 mois d'arrêt juste derrière. Donc, elle a repris en mai. Et une personne qui est arrivée en juin. Donc, voilà. D'accord. C'est assez... Très bien. Et Isabelle? Alors, par rapport à je reviens un petit peu sur tout ce que vous avez dit pour le plan stratégie commerciale, etc. Et en fait, c'est exactement ce que je suis en train de vivre actuellement avec la coopérative, puisque qui dit changement de gouvernance dit aussi nouvelle stratégie, même générale, enfin que ce soit commerciale, de gouvernance, etc., etc. Et donc, on est en train effectivement de faire tous ces points, on est en train de les mettre en place. Et avec une vraie réflexion, parce qu'il y a eu des choix qui ont pas été très judicieux, on va dire, ces 2 dernières années, et on est en train effectivement de faire tout ça, tout ce travail-là qui est énorme. Et en plus de ça, de remotiver, parce qu'il y a aussi des problèmes au niveau de la direction des personnes, des cadres. Il y a beaucoup de cadres qui sont partis. Voilà. Et donc là, les personnes qui sont présentes, elles sont pleines de bonne volonté parce que du coup, il y a de la bienveillance qui s'est développée, qu'il n'y avait pas, enfin, ces derniers mois, c'était très compliqué. Et c'est vrai que tout ça fait qu'on a énormément tous beaucoup de travail parce que on fait beaucoup d'heures pour essayer d'avancer, pour essayer de mettre en place toute cette stratégie qui nous semble très importante pour que la coopérative elle continue à exister demain, quoi. Et donc oui, tout ce que vous dites, ça me parle énormément. Bon, Voilà. Super. Alors, une fois qu'on a réussi à avoir une vision à peu près claire du marché, qu'on s'est fait ses choix, ce qui est important, c'est de commencer à formaliser une politique commerciale, donc d'édifier finalement ce qu'on appelle le socle de nos actions. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une politique commerciale? Finalement, si on voulait résumer, c'est une autre façon de donner du sens à des actions, c'est-à-dire qu'on va passer du quoi au pourquoi en passant par le comment, tout bêtement. Donc, on a besoin finalement là aussi, c'est ce qui nous permet de donner du sens, de pouvoir clarifier les choix que va faire l'entreprise. Et cette politique commerciale, finalement, elle décrit les grandes lignes des pratiques relatives à la commercialisation des produits ou des services, bien sûr. Voilà.
de cette politique commerciale, on pourra s'inspirer, bien sûr, et on va pouvoir définir les plans d'action marketing et les plans d'action commerciaux. Et c'est ce qu'on appelle une bannière. C'est finalement une façon pertinente de pouvoir afficher la volonté de l'entreprise et sa manière de vouloir être actrice sur les marchés qu'elle adresse et auprès des consommateurs et des clients, pas forcément des consommateurs, des clients qu'elle souhaite viser. Voilà. Donc c'est un peu une déclaration de foi finalement. On a envie de dire à tout le monde, au monde entier, en tout cas à ceux qui nous paraissent pertinents, la manière dont on souhaite développer et mener nos stratégies de développement. Voilà, c'est ce qu'on pourrait résumer dans ce qu'on appelle une politique commerciale. Vous trouverez dans le support quelques éléments qui sont un peu plus détaillés, hein, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, définir quelle est la vision, les missions, les valeurs, les territoires, les clients, les partis pris qui sont assez intéressants, parfois les produits et les produits stars ou les services stars. Donc, comme on le disait avec Jean tout à l'heure, une grande partie de ces éléments sont déjà issus du travail qui est fait en amont sur les modalités de gouvernance de l'entreprise, sur les valeurs des dirigeants, etc. On va retrouver tout ça dans la politique commerciale, mais formalisé de façon distincte, de façon à ce que cet élément puisse à la fois être fédérateur pour l'entreprise et en même temps être attractif et donner du sens pour tous les parties prenantes et notamment nos clients, quelle que soit leur catégorie en quelque sorte. Voilà. Alors, une fois, alors j'ai mis un petit exemple, mais je ne voudrais pas non plus passer trop de temps dessus sur des enseignes qui n'ont voilà, que vous connaissez tous, c'est la différence entre mission et vision. Vous voyez que la vision la mission de Leroy Merlin, c'est de vendre des outils et des matériaux de construction. Hein. Et par contre, sa vision, c'est d'aider les habitants à rêver leur maison et à les accompagner dans leur réalisation. Et un peu plus de hauteur sur la vision plutôt que sur les missions. Et on peut, j'allais dire, décliner comme ça à l'envie sur des enseignes ou des marques que l'on connaît bien. Une fois qu'on a formalisé cette politique commerciale, ce qui est important, c'est du coup de formaliser les indicateurs clés de performance. Voilà. Donc, formaliser les indicateurs clés de performance, en fait, on mesure deux types de performances. On mesure ce qu'on appelle des performances opérationnelles. Donc, voilà, c'est des éléments qui sont très objectifs, j'allais dire très tableau de bord. Hein, et donc, on va identifier quels sont les éléments, mais encore une fois, les plus pertinents. C'est qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'éléments, d'indicateurs de performance objectifs. Par contre, ce qu'il faut, c'est avoir les bons, quoi. C'est ça qu'il faut mesurer. Donc, c'est même un vrai travail de réflexion sur quels sont les indicateurs de performance objectifs dont on a besoin et ceux qui véritablement mesurent la performance opérationnelle. Voilà. Il y a une liste à la Prévert de tous les KPI, mais si on commence à rentrer ce genre de liste et à les instituer dans l'entreprise, on va passer plus de temps à avoir un nez sur des indicateurs qui n'ont pas beaucoup de sens et qu'on ne sait pas bien utiliser et qui ne sont pas pertinents, plutôt que de s'occuper finalement du business et du développement. Donc, il faut être très sélectif sur ces indicateurs de performance opérationnelle. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les indicateurs de performance stratégique. Donc là, c'est un élément que vous connaissez bien, ce qu'on appelle le SWOT ou le MOF, suivant si on parle français ou anglais, hein, et qui nous permettent à un moment donné de formaliser finalement quelles sont les forces, les faiblesses, mais aussi les opportunités et les menaces qui pèsent sur notre volume d'activité. Je vous ai proposé un petit exemple, qu'est-ce que je fais là? Un petit exemple, pardon, de ce que ça peut donner sur une entreprise ou une marque que vous connaissez, voilà, qui est la marque Lef, par exemple, alors que j'ai imaginé, hein, ce SWOT-là, enfin ce MOF n'est pas issu du conseil stratégique du groupe, hein, on est bien d'accord, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, j'ai donc toute liberté pour... voilà. Donc, c'est juste pour illustrer ce que ça peut représenter, mais vous voyez que c'est intéressant quand même à un moment donné de se dire, tiens, finalement, quels sont pour notre entreprise de manière assez objective et partagée, parce que ça fait partie des éléments qu'on va travailler, j'allais dire en comité, hein, et pas forcément en comité restreint d'ailleurs, en associant un certain nombre d'acteurs de l'entreprise,
sur voilà, ce qui, pour nous, sont les forces et les faiblesses. Donc ça, c'est plutôt de l'interne, hein, c'est dans l'entreprise. Et les opportunités et menaces sont plutôt celles de notre contexte externe, donc du marché, des concurrents, éventuellement des clients, etc. etc. Okay, donc, ça va sur ça, vous connaissez ces éléments-là. C'est clair pour vous, hein? Est-ce que vous le faites, ça, régulièrement? Alors, j'avoue que moi, j'avais comme projet de le faire, évidemment, en arrivant, parce que ça fait partie des éléments qui permettent de se donner un cadre de travail. Oui. J'ai rapidement été dépassée par plein d'autres choses. Et c'est vrai que la plus grosse difficulté, c'est de trouver le temps de se poser, quoi. C'est ça. C'est de toute façon la plus grande difficulté dans les entreprises, c'est de prendre le temps de sortir un peu la tête du guidon. Ça c'est vraiment compliqué. En même temps, si on ne le fait pas, on est plus guidé par le fil de l'eau que acteur de notre développement. Donc, à un moment donné, il faut effectivement prendre ce... En tout cas, voilà, on peut se dire que ça peut être vraiment pertinent. Mais c'est vrai que moi, dans mon cas, j'attendais aussi d'avoir un peu plus de ressources internes pour apporter de la contribution, quoi, parce que si je le fais toute seule, ça n'a pas beaucoup d'intérêt non plus, quoi. Oui, voilà. Alors, ressources internes et pensez aux ressources externes. Et je pense pas simplement à Jean et à son équipe, hein. En fait, vous avez, non, je trouve blague à part, je trouve très intéressant. Enfin, moi, quand j'accompagne les entreprises sur ce sujet-là, souvent on commence par ça, hein, c'est vraiment un point. Je propose aux dirigeants d'entreprise, en fait, d'intégrer dans cette réflexion parfois certains clients qui sont des clients qui connaissent bien l'entreprise, mais qui connaissent bien les marchés auxquels ils s'adressent, qui connaissent bien aussi les consommateurs. Et on a certains clients qui sont très contents et très fiers d'être associés à une réflexion stratégique de l'entreprise. Puis c'est aussi une façon pour nous de plus partager sur ces éléments, puis aussi de les fidéliser, hein. Donc ça, c'est intéressant. Peut-être aussi des partenaires. Alors, du coup, dans le système coopératif, vous en faites tous partie, vous avez quand même un nombre de partenaires assez, j'allais dire pléthorique presque, mais en tout cas assez important. Donc, il ne faut pas les oublier. Et parfois aussi des banques, hein, ou des organismes de financement qui sont intéressants. Enfin bref, il y a quand même avoir une réflexion sur qui peut réfléchir avec nous et qui peut contribuer dans l'externe de l'entreprise à souvent avoir une vision plus objective, puisque là, finalement, on est sur une vision qui est très panoramique, très 360. Hein. On a besoin d'avoir tout ça, parce qu'on a une partie notamment qui est l'externe. Hein. Toute cette partie-là, c'est l'externe. Hein. Opportunité, menace, c'est intéressant de regarder ça. Oui, alors Frédéric proposait de partager une expérience à ce sujet-là. Oui. Moi, j'entends rien. Jean, va falloir nous traduire parce qu'on n'entend pas toujours. Hein. Alors, je vais, vas-y, je vais. Ok. Attends, je vais commencer. Donc, ce que voulait partager Frédéric, il a eu une expérience donc chez Bouchard, père et fils, donc un négociant, et donc dans ce type de réflexion, pour les dirigeants de l'entreprise, ou je suppose les actionnaires de l'entreprise, la distribution c'était sale, donc entre guillemets, voilà. Donc ouais. Ouais, ouais. D'accord. Ouais. Alors, en fait, donc, Frédéric commercialisait auprès de la distribution, la GMS, sous une marque ombrelle, mais pas La nom marque du groupe, nationale. quoi, Maison Mère. Et donc, il a
impliquer un client, donc il l'a cité, c'était Auchan, et avec Auchan, donc il a, avec cette écoute du client, construit une marque, et surtout, le témoignage, c'est qu'il a renforcé sa relation client derrière, voilà, évidemment. Ouais. Merci pour ce témoignage, très bien, ouais, tout à fait, super. Voilà, donc pour cette partie-là. Après, une fois qu'on a fait ça, finalement, hein, si on prend la logique, on s'est construit une vision claire du marché, on a identifié le socle de nos actions, on a formalisé la politique commerciale, on formalise les indicateurs clés de performance parce que pour nous c'est important. Il nous reste à élaborer le plan d'action marketing et commercial. Et donc, pour élaborer le plan d'action marketing commercial, puisqu'on a une analyse du marché, voilà, on sait ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller, c'est plus facile de travailler sur finalement les objectifs et la stratégie marketing, c'est-à-dire les réponses qu'on souhaite apporter au marché. Et donc, on va établir ce qu'on appelle son plan marketing annuel. Plan marketing annuel, alors après, il y a plein de façons de le faire. Là, je vous ai proposé un qui est relativement facile à mémoriser, qu'on appelle les 7 P, c'est-à-dire finalement par rapport à un marché pertinent et un marché cible. Voilà, comment on va finalement déterminer tous les aspects qui sont liés au produit, au prix, à ce qu'on appelle la preuve physique, la manière dont on va formaliser ça, à la promotion, aux personnes, à la place, au processus. Donc comment finalement on compte conduire d'un point de vue marketing cette fois-ci, mais le marketing et le commercial sont vraiment extrêmement liés. On compte conduire finalement notre stratégie, notre politique commerciale de manière très opérationnelle à travers ce plan d'action marketing. Vous aurez aussi un petit mémo qu'on appelle le pense pas bête sur les 7 P. Quand on regarde voilà, pour produit, place, prix, promotion, people, hein, c'est les personnes, processus, on réfléchit aussi en termes de design, de technologie, d'ergonomie, d'utilité, de qualité, de valeur. Vous voyez, c'est une espèce de checklist qui nous permet à chaque fois, quand on réfléchit sur notre plan marketing, de se dire, est-ce que j'ai bien, quand je parle de produit, est-ce que j'ai bien traité le sujet du design? Est-ce que j'ai bien traité la technologie si ça a du sens? Est-ce qu'on a évoqué l'ergonomie? Et l'ergonomie, par exemple, sur un produit, c'est l'ergonomie à tous les moments de la vie du produit, c'est-à-dire l'ergonomie au moment où, par exemple, je vais le produire. Est-ce que je peux améliorer l'ergonomie du produit de façon à ce qu'il soit plus facile à industrialiser? Pourquoi pas? Ensuite, quelle incidence ça va avoir sur, je sais pas, l'emballage? Quelle incidence ça va avoir pour la mise en rayon si jamais ce produit à du merchandising, hein, donc il va y avoir un utilisateur à un moment donné qui va s'emparer du produit et qui va le mettre en œuvre. Quel va être l'impact de l'ergonomie du sujet ergonomique sur l'utilisateur, sur l'acheteur d'abord, celui qui va saisir le produit, sur celui qui va l'utiliser au quotidien, comment il va le verser, etc. Donc vous voyez que sur ces éléments-là, finalement, sur chacun de ces éléments, on a plein de questions à se poser et surtout, on a plein de réponses à apporter. Donc voilà, ce type de pense pas bête, de checklist permet, quand on élabore un plan marketing, d'avoir finalement, d'avoir passé en revue tous les points cruciaux de ces actions. On va bien sûr s'efforcer de prioriser ces actions marketing, c'est-à-dire qu'une fois qu'on les aura toutes identifiées, on n'a pas forcément les moyens et le temps de les mettre en œuvre tout en même temps. Donc, on va faire ce travail de priorisation avec voilà, cette matrice qu'on appelle la matrice d'Eisenhower qui permet d'identifier à la fois les enjeux et les urgences et donc de pouvoir se dire, OK, voilà ce qu'on va mettre en place de manière prioritaire, peut-être cette année ou l'année prochaine, peut-être l'année suivante. Et puis finalement, quand on va prioriser, quand on va rentrer dans ces matrices, on va se poser des questions, on va peut-être décider de ne pas mettre en œuvre un certain nombre d'actions parce qu'elles sont ni suffisamment importantes, ni suffisamment urgentes. Et on va pouvoir se poser la question pour des actions qui seraient peu importantes et très urgentes, savoir si c'est vraiment une action marketing. Voilà, petits outils comme ça, très simples. Vous voyez qu'à chaque fois, j'essaye vraiment de partager avec vous des outils qui sont simples, mais en même temps qui sont très opérationnels. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingénierie de mise en œuvre importante. Par contre, c'est d'une grande efficacité, ça je peux vous le garantir parce que j'ai l'habitude de les utiliser. Voilà. Quoi d'autre? Finalement, on va, une fois qu'on aura fait ça, bâtir son plan d'action commerciale. Est-ce que Philippe, on peut reculer sur la slide d'avant? Oui.
C'est bon, Frédéric, on avance. Ça vous sera envoyé, Oui, de oui, toute on façon. verra. Hein. Il y aura même un replay où on verra Frédéric faire tous les gestes. Donc, je pense que ça... Pour passer ça à vos enfants, ça va être très bien. Voilà. Bâtir son plan d'action commercial. Comment on va procéder? Eh bien, finalement, le plan d'action commercial, c'est le plan qui définit le quoi vendre, à qui et comment. Hein, si on reprend tout ça. Donc, à partir du moment où on a travaillé, on connaît un peu mieux son marché, on a travaillé sur sa politique commerciale, on connaît tout ça, on a travaillé sur son plan d'action marketing, on a fait des priorités, bah, il reste finalement à transformer ce plan d'action marketing de manière très concrète et de travailler sur le plan d'action commercial pour définir finalement et prioriser les incontournables qui garantissent le chiffre d'affaires, la mise en œuvre du plan marketing et les opportunités proposées par les clients. Voilà, c'est une feuille de route que met en place la direction commerciale pour atteindre les objectifs fixés. C'est aussi simple que ça. C'est de manière très concrète. Je crois que Juliette prend des notes. Ben oui, c'est bien, c'est bien. Donc j'attends que vous ayez pris. Je patiente. Voilà. De manière très concrète, ça se transforme. On peut faire des petits tableaux qui vont reprendre les éléments clés, c'est-à-dire la fréquence, quand est-ce qu'on met en place ces actions, toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, un plan par produit ou par service, par client, les argumentaires commerciaux à travailler avec le marketing, ça fait partie des éléments. Alors ça, c'est un point clé quand même. C'est souvent, je rencontre des entreprises, dans les entreprises, qui ont des plans d'action commerciaux, plus ou moins bien formalisés, mais alors, les argumentaires, on fait confiance aux commerciaux pour les créer. Bon, vous me direz, c'est un peu leur métier. Mais quand on a plusieurs commerciaux, c'est-à-dire au moins 2, ça veut dire que, en tant que dirigeant d'entreprise, comment on peut s'assurer que la voix portée par chacun des commerciaux est conforme, et en tout cas en ligne avec la politique commerciale, avec la stratégie, avec ce qu'on veut vraiment vendre, et j'allais dire, et dans quel ordre. Donc, pour moi, un des bons conseils, c'est de ne pas s'exonérer de ce petit travail de formalisation des argumentaires commerciaux, qu'on peut faire avec les commerciaux d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils sont bien sûr partie prenante, mais on va les aider et on va les aider à formaliser un argumentaire et si on a la possibilité, les supports qui vont bien avec. De façon à ce que, j'allais dire, la voix de l'entreprise soit un peu plus cadrée, quoi. Parce que par expérience, quand parfois je tourne avec des commerciaux dans une même entreprise, je n'ai pas l'impression qu'ils bossent dans la même boîte. Il peut y avoir des visions très personnelles des stratégies commerciales. Voilà. Et tout ça, bien sûr, à revoir à un rythme qui dépend de l'activité de l'entreprise et qui permet de créer une saine tension commerciale, puisque finalement, ça fait partie des objectifs. Voilà. Donc, petit outil tout simple à mettre en œuvre et qui peut être aussi formalisé de manière plus, j'allais dire, plus sympa et plus, voilà, plus conviviale, un peu comme ça, quoi, le plan d'action commercial, en reprenant les axes de la stratégie, la conquête de nouveaux clients, qui fait quoi, voilà, le début, la fin, les objectifs suivis, etc. Ça va? Ok. Eh bien, super. On est arrivé à la fin. C'est pas Je voulais compliqué? juste intervenir sur l'argumentaire. Vous avez raison parce que effectivement, moi, ça m'est déjà arrivé, c'est vrai, d'entendre des commerciaux et vous avez l'impression qu'ils ne travaillent pas dans la même entreprise. Alors ça, je l'ai déjà vécu. Et c'est vrai que c'est important de formaliser et puis surtout qu'ils s'imprègnent bien des valeurs de l'entreprise ou de la coopérative. Et ça, c'est super important parce que c'est des choses qu'ils doivent faire passer dans leur quand ils parlent de la coopérative ou de l'entreprise, c'est primordial. Ouais. Voilà. Alors, merci pour ce témoignage. Et ce qui est vraiment important, parce que ça, je voudrais insister là-dessus. J'accompagne parfois des entreprises, je rencontre des entreprises où j'ai l'impression qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau de la gouvernance, on va dire le comité de direction, vous voyez, bon, voilà. Et alors, donc là, c'est quelques personnes triées sur le volet qui sont sûrement très intelligents, pertinents, et qui décident de tout ça, qui formalisent tout ça. Et ensuite, on va voir les autres collaborateurs et alors on essaye de leur faire intégrer ce que chacun des membres
voilà, du comité de direction, on va dire ça, a conçu, pensé et formalisé. C'est très compliqué à faire. Donc moi, je suis toujours partisan d'intégrer le plus tôt possible dans la réflexion et dans le travail de formalisation, d'écriture et de choix, hein, de choix stratégiques, un maximum de collaborateurs de l'entreprise. Quand on ne peut pas tous les intégrer, parce que parfois ils sont plusieurs dizaines, centaines de personnes, qu'au moins des représentants de chacune des parties prenantes de l'entreprise en interne soient invités à participer, mais réellement à participer, à contribuer réellement à l'élaboration de ces plans stratégiques. Ce n'est pas parce que je suis assistante commerciale que toute ma journée, c'est d'être devant un écran et de répondre au téléphone, que pour autant, je n'ai pas d'idée et je n'ai pas une vraie valeur ajoutée et une vraie contribution à amener sur une réflexion, sur un plan stratégique. Loin s'en faut. Hein, vraiment, c'est important. Et on peut comme ça dire la même chose de tous les collaborateurs de l'entreprise, quel que soit l'endroit où ils collaborent. Finalement, tous les services de l'entreprise contribuent d'une manière générale à faire en sorte que cette entreprise, l'entreprise dans laquelle ils sont, favorise, en tout cas développe sa capacité relationnelle avec ses clients. Et où que je sois dans l'entreprise, je contribue à ça. Donc j'ai des idées là-dessus. Même à la compta, j'ai des idées parce qu'à un moment donné, celui qui est chargé du recouvrement des factures, c'est moi. Donc, une meilleure façon d'améliorer le recouvrement des factures, c'est peut-être d'être un peu plus clair sur la manière dont, etc., etc. Donc, tous les membres de l'entreprise, tous les collaborateurs peuvent contribuer à ça. Et c'est beaucoup plus facile ensuite de faire intégrer un plan stratégique dans une entreprise quand au moins les représentants de chaque silo, parce qu'on parle souvent de silo, les représentants de chaque silo dans l'entreprise ont participé et ont contribué à son élaboration. Parce qu'ils vont être ambassadeurs de cette politique et de cette stratégie commerciale. Donc c'est un travail de conviction et c'est un travail de contrôle que le management n'aura pas, enfin, en tout cas aura moins à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, très franchement, là, je pense qu'une difficulté, c'est enfin, je sais pas, et dans nos structures coopératives, on a souvent des gens qui sont là depuis très, 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 très longtemps, dans les équipes commerciales, qui ont un discours voilà, qu'ils ont mis au point et enfin, pour leur faire changer de discours, c'est que, enfin, je dirais, c'est une mission, alors j'espère pas impossible, mais épuisante en tout cas. C'est ça. Mais c'est d'autant plus épuisant que, en fait, on ne leur a pas permis comment dire? Alors, je vais dire autrement avec mes mots de coach, parce que ça fait partie aussi de mes interventions. Parce que moi, finalement, ce que je fais aussi, c'est que j'aide les clients justement à travailler différemment, c'est-à-dire à favoriser, comme on dit, l'intelligence collective, mais surtout à permettre, euh, à permettre la conduite du changement. Parce que ce que vous évoquez, c'est ça, c'est la difficulté qu'ont des collaborateurs qui sont inscrits dans des habitudes, qui ne sont pas toujours mauvaises d'ailleurs, mais qui sont inscrits dans des habitudes de fonctionnement et de comportement, d'accepter de prendre le risque de changer et de nuire, alors on peut dire à leur confort, ou en tout cas de prendre le risque d'aller se confronter peut-être à des compétences, en tout cas d'aller mobiliser des compétences qui ne sont pas toujours susceptibles d'avoir. Donc ce travail finalement de conduite du changement, il est favorisé par ce que j'évoquais, c'est-à-dire le fait de demander à chacun de contribuer. Et on est bien placé avec Jean, parce que je pense qu'il a aussi l'habitude, et Corinne, j'imagine, l'habitude de travailler sur ces processus collectifs, pour voir que si au départ on peut imaginer qu'effectivement il y aura plein de résistances, c'est ce qu'on appelle des résistances, hein, en fait il y a aussi, grâce à ces processus collectifs, quelque chose qui se crée, une ambition finalement, qui fait tomber ces résistances. Et là où on pouvait avoir peur de n'avoir que des résistances, on finit par finalement remarquer qu'un certain nombre de collaborateurs qui ont été invités à contribuer à ces processus vont être vraiment force de proposition et contribuer très efficacement. Mais il faut effectivement savoir le faire. Voilà, c'est un savoir-faire. C'est pas simple, hein. Mais de toute façon, essayer, j'allais dire de manière très verticale, de convaincre des gens qui n'ont pas envie de bouger, c'est mission impossible pour moi, hein. Donc, il faut les amener autrement. Je vais vous donner une autre image que j'aime bien. Vous avez un psychanalyste célèbre qui s'appelle Carl Jung qui expliquait d'où était venue sa vocation, un peu sous le sens de l'humour.
Et il expliquait qu'un jour, il a passé son enfance, lui, dans un monde justement très agricole. Et ses parents, son père avait une ferme, son oncle avait une ferme. Et un jour, son oncle et son père étaient en train d'essayer à tout prix de faire rentrer, je crois que c'était une mule, dans une étable ou dans un truc comme ça. Et il tirait dessus, il poussait, etc. Et lui, ce qu'il a fait, il a eu une intuition. Et ce qu'il a fait, c'est il leur a dit, je vais vous filer un coup de main, écartez-vous. Et plutôt que d'essayer de pousser, etc., il a tiré très fort sur la mule dans le sens inverse. Et la mule, par réaction, est rentrée dans l'écurie. Et du coup, donc c'est sans doute une anecdote un peu provocante, mais il a expliqué, en fait, il voulait expliquer par là que très souvent, pour vaincre les résistances, il fallait d'abord aller dans le sens des gens. Voilà. Et c'est ce qui est compliqué finalement, hein, quand on est dans l'urgence de la conduite, de l'activité d'une entreprise, quand on est dans le quotidien, accepter pour un temps de prendre du temps, pour le coup, pour écouter et recevoir ces résistances pour enfin pouvoir les lever. Voilà, ça, c'est une grande complexité. Enfin, en tout cas, c'est une des difficultés managériales, on va dire ça comme ça. Je dirais que c'est d'autant plus difficile si les gens ne sont pas communicants. C'est ça. Quand les gens s'expriment, ça va. C'est-à-dire que, bon, effectivement, dans mon équipe commerciale, je fais intervenir tout le monde. Et la personne qui, entre guillemets, refuse le changement, c'est une personne qui ne s'exprime jamais et qui, quand on lui demande de s'exprimer, il dit « j'ai rien à dire ». Donc, en fait, c'est compliqué. Voilà. Oui. Après, parfois, il faut pouvoir peut-être changer son fusil d'épaule sur sa politique ressources humaines, mais ça, c'est un autre sujet. C'est une invitation à m'inscrire au prochain webinaire. Bien. Voilà, c'est ça. Ah, oui, je ne savais pas, dis donc. En plus, je l'ai fait sans le vouloir. Oui, c'est bien, hein. C'est bien foutu. Hein. Mais c'est bon, bien. assez vite, on passe effectivement d'une réflexion, alors, en particulier en coopérative. Hein, nous, on souhaite faire travailler les administrateurs avec le comité de direction, mais assez vite, comme le dit Philippe. Après, il y a une appropriation, et puis bien sûr, les équipes, si elles adhèrent au projet, elles ont plein d'idées. Voilà, mais c'est vraiment cette difficulté. Et donc là, on tombe dans une déclinaison management dans l'accompagnement du changement. Voilà, c'est un autre sujet. C'est ça, exactement. Mm. Bon, voilà, moi j'en ai terminé sur le sujet de la stratégie commerciale. Je sais que, alors je ne sais pas si c'est Jean ou Corinne, vous avez encore quelques petites choses à dire, ou peut-être pas, sur le recours au conseil, ce qu'il faut faire pour que ça marche. Non, on avait prévu 1 heure hein, de Voilà, webinaire. on Je vous ne a peux pas mis vous quelques, retenir 1 h 30. Hein, mais... Ouais. Voilà, on vous a mis quelques slides sur Ouais. justement comment faire pour que ça marche avec, avec quelqu'un quand vous avez recours au conseil. Hein, donc, vous pourrez lire, ce sera dedans. Et puis également sur des aides qu'il peut y avoir au niveau régional pour accéder à des prestations de conseil et en avoir une partie du financement ou trouver des interlocuteurs. Donc, vous avez 3 slides différents pour chaque thématique qui nous rassemble. Voilà, pour la stratégie RH et les compétences, comme on le disait, sur la stratégie commerciale et également sur le numérique. Voilà, vous Voilà. aurez tout ça, vous serez, voilà, bon. Et puis, bien, maintenant, on peut vous dire au 15 novembre, si vous voulez qu'on se rencontre dans la fameuse journée que Jean a évoquée au départ. Et sinon, avec mes confrères de Syntec, notamment pour les 2 autres webinaires, ils vous accompagneront. Voilà. Donc, merci de votre participation. Je vois effectivement le support, éventuellement le lien sur un replay si vous êtes intéressé. Hein. Voilà. Alors, ça a été très, très interactif, donc peut-être que le replay vous intéresse vous particulièrement, mais peut-être il n'a pas vocation à avoir une grande diffusion, hein, puisqu'on est rentré voilà, dans de l'interactivité forte. On est sorti du format webinaire classique. N'hésitez pas à reprendre contact avec moi très rapidement, évidemment avant le 15 novembre, hein, pour toute question et toute réflexion
Et je reste à Dans votre votre entreprise. disposition également Oui. si vous souhaitez avoir des éclaircissements sur tel ou tel point qu'on aura évoqué. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Et au plaisir d'une prochaine fois. Bonne Merci soirée à beaucoup. tous. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. Frédéric, à très bientôt. Ouais, il a vu le petit commentaire. À bientôt.